Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition 2021 du LEC où on va vous présenter dans cette conférence nos astuces d'experts pour améliorer votre positionnement dans Google. Moi, c'est Sacha, chef de projet chez Procab. Donc, Procab, c'est une agence digitale qui a maintenant 25 ans, fondée en 96 à Genève. Deux expertises qui sont au centre de l'agence, le web marketing avec le SEO et le développement de sites web avec une équipe de développeurs dédiés en interne. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucille et Florian, qui sont respectivement les référents pour le netlinking et la R&D en SEO, et moi-même qui suis référent pour tout ce qui est migration SEO et migration de site. Alors, pourquoi faire du SEO? Je vais laisser la main à Florian qui va introduire le sujet. Bonjour à tous, merci Sacha. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi faire du SEO? Parce qu'en fait, tout simplement, 40% des visiteurs cliquent sur le premier résultat, 25% sur le deuxième résultat, 15% sur le troisième. Et dès qu'on passe en deuxième page de résultats de Google, on capte plus finalement que 1%, voire moins, du volume de recherche d'un mot-clé. D'où l'importance d'être dans le top 3 sur les mots-clés qui sont relatifs à votre activité, donc à vos produits ou à vos services. Le SEO, vous l'avez certainement déjà entendu, se divise en trois piliers, on appelle le triptyque du SEO. D'une part, l'optimisation technique, le on-site, la sémantique, l'optimisation des contenus, qu'on considère également comme du on-site, et la notoriété, tout ce qui est relatif au backlink et qu'on va considérer comme du off-site. Plus précisément, le premier pilier, donc la technique. La technique, c'est tout ce qui concerne le site, le code, la rapidité du site, les réponses des pages, ce genre de choses. Pourquoi en fait on parle d'optimisation technique et pourquoi c'est important de régulièrement y revenir, même si vous avez déjà fait un audit une fois, c'est important d'en faire régulièrement parce que les demandes de Google évoluent avec le temps. D'année en année, Google nous demande de respecter de plus en plus ces guidelines et met en place des filtres qui vont venir analyser les sites au niveau mondial pour voir si ces guidelines sont correctement respectés. Parfois, Google va sanctionner le contenu de mauvaise qualité, parfois il va sanctionner les encres trop optimisées, donc au niveau off-site. En fait, ça dépend un petit peu. Tous les 6 mois, tous les ans, on a des filtres qui arrivent et donc d'où l'importance de régulièrement faire des audits techniques et de rester en veille sur les demandes de Google de manière à être en adéquation sur les deux et bien répondre à ce que Google demande au niveau technique. Alors, auditer et crawler votre site. Ça, c'est vraiment la base. On crawl un site de manière à pouvoir l'auditer. Un crawler, c'est un outil qui en fait va passer sur le site et va répertorier l'intégralité des pages du site. Ainsi, on va pouvoir regarder URL par URL, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? Est-ce qu'il manque une title? Est-ce qu'il manque un H1? Est-ce que la page répond à 404 ou en 200? Est-ce que, par exemple, elle n'a pas d'URL canonique? Tout un tas de points. On va vérifier entre 200 et 300 points. On va faire entre 200 et 300 points de contrôle. Et donc, sur chaque URL. Donc, pour ça, on va utiliser notre outil, l'outil qu'on utilise nous au quotidien, c'est Screaming Frog. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres crawlers tels que OnCrawl, tels que Xenu qui est gratuit, ou DeepCrawl. Chacun un petit peu utilise l'outil avec lequel il est le plus à l'aise en fonction tout simplement de l'UX du site, l'UX de l'outil. Ok, et Florian, quand tu fais un audit, quel est le point que tu regardes en premier sur un site? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de points de contrôle. Maintenant, si je devais, on ne me donnait pas le choix et que je devais vérifier qu'un seul point, je pense que au-delà du fait de regarder que le site est bien indexable, je vais regarder en fait les erreurs 404 pour trois raisons. La première, c'est que au niveau des utilisateurs, si vous avez une erreur 404, c'est-à-dire une page blanche tout simplement, qui comporte pas le contenu attendu par l'utilisateur, alors quand il va cliquer sur votre lien dans la page de résultats et qu'il arrive sur cette erreur, il va repartir immédiatement dans la page de résultats de Google et choisir un lien concurrent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a des pages 404, on utilise en fait le budget crawl de Google. Google va venir crawler notre site et s'apercevoir qu'il y a des pages qui sont vides et donc en fait on lui fait perdre son temps. Et le temps de crawl,
il est alloué à chaque site. On a un temps alloué par site de la part de Google. Et en fait, quand il est en train de crawler une page 404, pendant ce temps-là, et donc sur laquelle il n'y a rien, et il est pas, pendant ce temps-là, il n'est pas en train de crawler une page importante pour vous, qui a du contenu, qui reçoit des backlinks et qui commercialement est importante. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est le gâchis de crawl budget, on appelle ça. La troisième chose, c'est que je dirais limite que c'est le point le plus important, c'est que quand on a des 404, on se prive de la popularité de cette page. Il faut savoir qu'une page a pu recevoir des backlinks. On le verra plus tard dans le pilier sur la notoriété. Les backlinks, c'est très important pour le référencement. Et quand vous recevez des backlinks sur une page et que finalement, cette page n'existe plus, elle est en 404, alors le site ne bénéficie pas de la puissance des liens qu'il reçoit. Et quand on sait que c'est vraiment très très difficile d'obtenir des backlinks pour un site, pour le faire mieux se positionner, il y a un vrai gâchis aussi de ce côté-là, à partir du moment où on a des erreurs 404, le jus ne passe pas, du coup, le jus de lien ne passe pas sur le site, et donc on ne bénéficie pas de la puissance de ça pour le ranking. Ok. Et la différence pour toi entre auditer les pages quand on fait site de points et un crawler, c'est quoi pour toi? Alors c'est une bonne question. Pour rappel, le site de points sert à regarder en fait est-ce que les URL de mon site sont bien indexées dans Google. Tapez sur Google SITE l'URL du site et là vous allez voir le nombre de pages qui sont pour Google intéressantes puisqu'il a accepté de les mettre dans son index. Ça c'est très différent du crawl. Le crawl est là pour faire un état des lieux de l'intégralité des URL, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises aux yeux de Google. Peu importe. On va regarder en fait l'intégralité des URL du site. Donc, c'est deux choses très différentes. Le site de points sert à regarder ce qui a été considéré par Google comme des bonnes pages intéressantes pour ses utilisateurs et donc il va les indexer dans son index. Le crawl, c'est l'intégralité des pages d'un site. Si je peux me permettre, ça pourrait être une bonne idée de comparer le sitemap et le SEO. Absolument, absolument. En fait, c'est important de comparer effectivement le nombre de pages indexées avec la commande site de points versus le nombre de pages HTML qu'on a dans un site via le crawler. Si je passe un site dans Screaming Frog et que j'ai 100 pages HTML et que quand je fais la commande site de points, je n'ai que 10 pages indexées, alors il y a un problème quelque part. La source du problème peut être multiple. Ça peut être les pages sont en no-index, les pages n'ont pas de contenu, les pages ne répondent pas en 200. Il peut y avoir une multitude de problèmes qui font que les pages ne sont pas dans l'index de Google. Ce n'est pas uniquement toujours parce qu'elles sont en 404 ou alors que le contenu est faible. Ça peut être d'autres problèmes. Donc c'est très important effectivement de comparer et de voir est-ce qu'on a une énorme différence entre les pages HTML découvertes par le crawler versus les pages indexées dans Google. On enchaîne avec notre deuxième pilier et avec Lucille pour nous parler du coup de la sémantique et de la recherche de ces mots-clés. La sémantique en SEO, c'est vraiment une autre stratégie de référencement naturel. Celle-ci, elle va avoir pour but de délivrer des contenus qui répondent précisément aux intentions de recherche des internautes. On va devoir donc identifier votre corpus sémantique, les expressions que votre cible ou les internautes vont utiliser dans Google, et aussi optimiser et générer des nouveaux contenus. Du coup, on va tout de suite commencer par une recherche de mots-clés. Gardez bien en tête une page, un mot-clé cible. Pour trouver les bons mots-clés, moi j'ai 3 critères. C'est le volume de recherche mensuel, la concurrence et l'intention de recherche. Mettons, je suis procap.ch et je voudrais une référence. Je fais du SEO. Là, vous avez par exemple un résultat de recherche SEO qui a beaucoup de résultats et agence SEO Genève qui a un peu moins de résultats. SEO ici, par exemple, cette expression, elle est plutôt une intention informative. On va avoir du contenu à titre informatif, alors que sur agence SEO Genève, on va avoir des résultats un peu plus commerciaux, comme des agences de référencement web. Pour auditer vos mots-clés, moi j'utilise SEMrush, qui est un logiciel qui permet de trouver différents mots-clés. Il y en a aussi qui ont utilisé SEO Quantum ou OptimizeMe par exemple. Il y a aussi le logiciel Google Keyword Suggest, qui est gratuit. Une fois que vous avez trouvé vos mots-clés, il va falloir optimiser vos contenus. C'est très important. Google, il a besoin, si vous voulez, de contexte pour comprendre de quoi une page parle. Tout à l'heure, je vous disais une page, un mot-clé ciblé, mais aussi une intention. Il va bien vouloir optimiser vos champs sémantiques avec, par exemple, d'autres logiciels qui vont vous proposer des termes lexicaux un peu plus riches. Il faut surtout, si vous voulez, apporter la meilleure réponse et être le plus pertinent dans les pages.
Pour optimiser du coup vos contenus, il va falloir utiliser différents logiciels, encore une fois. Et par exemple, ici, j'ai fait la recherche sur agence SEO et le logiciel a découvert qu'il me manquait pas mal de termes pour pouvoir être mieux référencé. Par exemple, il faudrait que j'intègre pour agence SEO, consultant en référencement naturel, backlink, stratégie de netlinking. Une petite astuce, avant de vouloir faire du nouveau contenu, je vous suggère de regarder via la Search Console ou Analytics quelle page est en deuxième position et de la optimiser à nouveau. Ensuite, quand vous avez bien optimisé tous vos contenus existants, vous avez intégré un H1 unique sur toutes les pages, fait un glissement sémantique sur vos H2, il va falloir générer des nouvelles idées de Flo, vous parlez tout à l'heure du budget de crawl. Là, on va essayer de forcer le robot à revenir plus souvent sur notre site pour la génération de contenu. Moi, j'aime bien utiliser le logiciel Answers de Public qui va trouver des PAA de vos cibles et vous allez pouvoir créer des contenus à forte valeur ajoutée. D'accord. Et sur les PA, est-ce que tu peux nous amener un petit peu plus de précision? C'est les people also ask. Dans quel cas tu les utilises? Les people also ask, je vais pouvoir les utiliser par exemple dans des foires aux questions. J'ai essayé de répondre à des questions que les internautes peuvent se poser. Par exemple, pour agence SEO, je vais peut-être avoir la question qui revient le plus souvent comme comment choisir son agence SEO. Et je vais essayer avec mon contenu, mes rédacteurs, de répondre au mieux à cette question. Ce qui te permet aussi de venir créer un véritable cocon sémantique sur une thématique donnée. Et d'avoir une richesse de contenu sur mon site. Ouais, finalement, en fait, on va traiter toutes les intentions autour d'un sujet et ça va permettre et à l'utilisateur et à Google d'avoir la meilleure réponse possible, puisque sur un sujet, il y a plein de manières de le traiter. Et en traitant, en fait, en H2, par exemple, dans son contenu, les questions posées par les utilisateurs sur Google relatives à un sujet en particulier, eh bien, on va traiter toutes les intentions autour de ce sujet. Donc, pour Google, il est sûr d'envoyer ses utilisateurs vers une page qui va forcément d'une manière ou d'une autre répondre à sa question. Et l'utilisateur, eh bien, il est satisfait aussi parce que parmi la multitude des PA qu'on aura traités dans le document, eh bien, il va forcément trouver la réponse à sa question. Oui, bien sûr, et puis ça nous permet, nous, en répondant à tous ces PA, de se positionner en tant qu'expert dans les SERP. Absolument. On enchaîne avec la popularité et le netlinking. Le troisième pilier est peut-être même l'un des plus importants en SEO. Donc, je vais laisser la main à Lucie qui va vous expliquer qu'est-ce qu'un backlink, quelques conseils sur votre stratégie de netlinking et puis ce qu'il faut aussi éviter de faire en netlinking. On entend souvent parler de encre optimisée, pas optimisée. Pensez aussi au maillage interne. Donc, voilà, c'est ces différents points qu'on va voir avec Lucie. Merci Sacha. Alors, comme vient de le dire Sacha, le netlinking, c'est le troisième pilier du SEO. Et là, on va parler de stratégie plutôt off-site. Avant, on a optimisé votre technique, votre contenu. En fait, le netlinking, c'est l'équivalent du bouche-oreille sur le web. C'est votre notoriété. Cette technique SEO, elle consiste à acquérir des liens hypertextes de la part d'autres sites Internet qui vont pointer du coup vers votre site. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tu en as parlé, Sacha. Moi, je déconseille vivement de faire de l'échange de liens réciproques entre partenaires ou entre sites, parce que ça ne fait pas partie des guidelines que Flo a mentionné plus loin. Et aussi les encres. Je vous conseille de ne pas suroptimiser vos encres lorsque vous faites une stratégie netlinking. Pour faire un audit de netlinking, on utilise plusieurs types d'outils. Tu les connais, hein, Lucille, ceux qui sont sur le slide, Ahref, Majestic, SEO Observer. En interne, on a pu constater que dernièrement, en tout cas, Ahref était celui qui avait l'audit le plus complet, ou en tout cas avait le plus de data dans son audit de backlink. Mais j'ai besoin d'avoir plusieurs logiciels pour avoir vraiment le profil complet de mes liens, de mes referring domaines et aussi de ceux de mes concurrents. Okay. Alors, tout en sachant que la source d'information qui, selon toi, est la plus importante, reste la Search Console. On est d'accord? Oui, pour moi, la Search Console, c'est vraiment... pour moi, si vous regardez votre profil de lien via la Search Console, ce sont vraiment les domaines qui comptent pour Google. D'accord. Ok. Et quand tu vas regarder ton audit, ou en tout cas ton site, pendant ton audit, tu vas considérer les liens sur le domaine, sur la page qui est travaillée. Comment tu fonctionnes? Pour une stratégie netlinking, on va surtout regarder la concurrence sur un mot-clé et on va pousser les URL qui se positionnent. À la page, peut-être pour expliquer ce point-là, c'est qu'un site peut avoir un certain nombre de backlinks vers sa page d'accueil, vers son domaine.
vers d'autres pages. Mais ici, en SEO, en tout cas, si on veut maximiser les efforts qui sont faits, on va venir faire du lien qui pointe sur la page travaillée, sur l'URL qui est travaillée. Ben, ça fait sens avec ce qu'on disait tout à l'heure. Un mot-clé, une page, une attention. Pareil pour le netlinking. On va travailler vraiment une page. Très clair. Merci Lucille. Du coup, là, on va sortir des piliers du SEO puisqu'on a vu la technique, la sémantique et la popularité. Maintenant, on va parler KPI et suivi puisque ça fait pas partie du triptyque, mais c'est néanmoins très important dans une stratégie SEO de suivre les efforts qu'on a pu mener sur des pages et donc suivre l'évolution du positionnement sur les mots-clés qui nous intéressent. Et aussi, du coup, le trafic et les conversions et donc le chiffre d'affaires in fine. On va pouvoir parfois remonter toute la chaîne de ROI. Et Sacha, tu vas nous expliquer ça via les outils que tu utilises. Exactement, il y a tout un tas de métriques qui sont super importants à suivre en SEO. Et Data Studio est l'outil qui nous permet en fait de créer un dashboard gratuitement en rassemblant tout un tas de données provenant de Google Analytics notamment, provenant de la Search Console, Google Ads aussi, mais on peut venir connecter d'autres outils comme SEMrush, Ahref, même un CSV externe, un CSV basique. On peut venir remonter de la data dans Google Data Studio. On peut également venir prendre des informations sur un CRM, que ce soit Salesforce ou HubSpot, et vraiment avoir une vue globale d'ensemble pour prendre, encore une fois, les meilleures décisions et aussi peut-être définir les priorités, les axes SEO à travailler. Google Optimize, moi, je le considère comme un outil primordial très important dans la décision et dans la stratégie SEO. C'est-à-dire qu'il nous permet de venir tester, faire de l'A/B test sur des choix, sur des call to action, sur de la landing page, sur des formulaires, sur des calculateurs que vous pourriez avoir sur votre site. Ça permet vraiment de mesurer en fait l'engagement que les utilisateurs ils ont sur votre page. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus, comme on l'a dit, d'intention sur les moteurs de recherche, l'intention utilisateur et répondre du mieux possible. Répondre du mieux possible à cette intention passe par des choix qui ne sont pas forcément faits par nous-mêmes ou par le client, mais par un outil comme Google Optimize. De plus, il fournit un reporting qui est complet sur la version ou la variante qui est gagnante dans l'A/B test. Donc, ça permet vraiment d'accompagner les décisions qui sont faites lors d'un projet web, d'un projet SEO, même d'une migration. Suivre les positions, c'est évidemment super important. On peut faire d'ailleurs remonter un suivi de position dans Google Data Studio, encore une fois pour compléter le dashboard. Mais les positions peuvent être vues de manière gratuite via Google Search Console. Par la suite, on peut venir utiliser un plugin comme Keyword Everywhere pour avoir un peu plus de données et puis pour pouvoir se créer sa propre base de données sur ces positions. Si on veut aller encore un peu plus loin, on peut utiliser des solutions payantes, comme on l'a déjà montré dans la présentation. SEMrush est un incontournable. Ahref, Moz, MonitorRank, Rankinity, il y en a beaucoup sur le marché qui font du suivi de position. Très bien, merci Sacha. Alors, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de s'adapter du coup un public le plus large possible sans forcément rentrer dans la technique. Ce n'était pas l'objet de la conférence. L'objet, c'était de vous présenter des outils qui vous permettent en fait de suivre tout en suivant donc, le fil du triptyque SEO, à savoir la technique, la sémantique et la popularité. Donc, de vous fournir des outils gratuits et payants. Et puis quelques tips, quelques petites astuces qu'on a pu vous donner. N'hésitez pas s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez aller peut-être un peu plus loin. On peut organiser un rendez-vous, des workshops, un petit peu ce que vous voulez, et puis travailler une partie en particulier. Si c'est la sémantique pour vous qui pose un problème, ou la popularité par exemple, on peut tout à fait en discuter
plus tard. Maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. On est encore là pendant, je crois, 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou vous souhaitez qu'on approfondisse, pas de souci, on est là pour ça. C'est à vous de jouer. Combien ça coûte pour télécharger le guide Google Optimize? Allez, parfait, je te rejoins. Alors, bonjour à tous, enfin rebonjour. Et puis, donc on a reçu quelques questions auxquelles on va répondre maintenant avec Florian et Lucille. Florian, tu voulais peut-être revenir sur la réponse que tu as fournie à Clément d'abord. Est-ce que tu m'entends, Florian? Florian, je t'entends pas. Du coup, je vais. Je crois qu'on ne t'entend pas, Sacha. On t'entend. Ok. C'est vous qu'on n'entend pas apparemment, mais moi priori, on m'entend. Du coup, je vais revenir sur les différentes questions. On en a reçu pas mal. Faut que je fasse le tri. Du coup, pour Jacques, effectivement, le site de points, ce que je précisais dans le chat, c'est que le site de points sert uniquement à trouver des URL indexées, tandis que un crawler, il va regarder l'ensemble du site. Donc toutes les pages sur le site et pas toutes les pages sont indexées dans Google. Donc c'est quand même une petite différence. Ensuite, je reviens aussi sur la question de Clément rapidement sur le contenu qui n'a pas de sens. C'est ce que j'explique, ce qu'on appelle communément faire de la bouillie. Alors, ça peut effectivement marcher. Pour moi, c'est une stratégie court-termiste, généralement associée avec du spam. C'est-à-dire qu'on va lancer beaucoup de pages avec du contenu potentiellement spiné et en bouillie. Et puis, certaines pages vont prendre, certaines pages ne vont pas prendre sur les SERP. Et généralement, sur le long terme, ça tient très rarement. Voilà. Donc, on conseille quand même d'aller sur du contenu de qualité via un rédacteur, surtout que aujourd'hui, les rédacteurs, c'est possible d'en avoir pour des prix très raisonnables. Alors, Sacha, on a d'autres questions ouais. Que je viens d'activer. Alors, combien ça coûte pour télécharger l'outil Google Optimize? Google Optimize, c'est gratuit. Il n'y a pas de coût. Après, c'est juste des frais pour peut-être de service si vous voulez mettre en place un A/B testing. Mais sinon, c'est un outil gratuit et d'ailleurs qui est vraiment, à mon sens, sous-exploité par tous. Et certains même se tournent vers des outils payants alors que celui-là, il fait clairement le job, en tout cas de mon avis. Ensuite, on a une autre question. Comment ça marche pour travailler avec vous? Une analyse initiale et puis un suivi périodique. Quel budget faut-il compter? Alors, pour travailler avec Procaban SEO, déjà, il y a un audit effectivement au départ. On regarde ensemble en fait ce qu'on peut faire en termes de prestations selon vos objectifs. Et en fonction de ça, en fait, on va définir un budget, encore une fois, en fonction du temps qu'on va passer sur le site, des moyens mis en place, est-ce qu'il faut commander du contenu, est-ce qu'on a besoin de liens, combien on en a besoin, combien on a besoin de contenu. Voilà, c'est tout ça qui va donner une échelle budgétaire. En tout cas, on est une agence, par contre, on est ouvert aux offres à tiroir, c'est-à-dire qu'avec certains clients, on va faire juste de la rédaction de contenu parce que c'est vraiment ce qu'ils ont besoin. S'il y en a qui veulent faire que du netlinking, on fait que du netlinking. Si on fait vraiment tout l'ensemble, c'est bien sûr aussi un forfait possible.
Ok, merci. Après, on a une question. Pourriez-vous m'expliquer un peu plus à propos de OnCrawl? Alors, OnCrawl, en fait, c'est un crawler au même titre que Screaming Frog ou Xenu. C'est un crawler qui est très puissant, qui permet de faire beaucoup de choses. On peut vraiment aller dans une analyse profonde. C'est souvent, bon, je veux pas mettre à dos les personnes de OnCrawl, mais c'est souvent pour les gros sites. En tout cas, moi, les fois où je l'ai utilisé, c'était pour des très gros sites. C'est un outil qui est très complet avec beaucoup de features. Euh, Maintenant, si vous avez un site où il n'y a pas énormément de pages, où il y a, je dirais, je dis n'importe quoi, il y a moins de 10 000 pages, je pense qu'il est plus simple d'utiliser Screaming Frog. Ça, à mon avis, sera plus parlant pour vous. Euh, Maintenant, nous, l'outil qu'on utilise au quotidien, c'est Screaming Frog, même pour des sites quand même assez importants, ou alors SEMrush, et on utilise assez peu en interne OnCrawl. Donc, en fait, c'est un peu pour tous les outils SEO, chacun voit un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque outil, et en fonction aussi de l'UX de l'outil, va avoir une préférence pour tel ou tel outil, hein. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils sont très bien, et après, ça dépend des goûts de chacun, tout simplement. Ensuite, on a une autre question. Comment acquérir des backlinks? Eh ben, ça, je peux te laisser la parole, peut-être, Lucie, si tu veux répondre à cette question. Et moi, je vais couper mon micro. Moi, pour acquérir des backlinks, ce que j'aime bien faire, c'est le link baiting, ce qui est une méthode assez naturelle où on peut, en fait, si vous voulez, vous créer un contenu à forte valeur ajoutée. On t'entend pas très bien. Attirer, si vous voulez, des liens très bien, naturellement. Lucille. On t'entend pas très bien, Sacha nous dit. Ouais, ton micro, il y a un problème. On prend mon casque si tu veux. Tu veux? Viens, prends ma place. Ah, vous m'avez bien entendu en ligne du coup. Moi, j'aime bien faire du coup la technique de link building, donc des contenus que vous allez créer, des contenus vraiment à forte valeur ajoutée, afin d'attirer du lien naturellement. Sinon, avec l'outil Ahref, moi j'aime bien aller chercher les liens cassés. C'est une bonne technique pour trouver du lien. Après, on peut passer sur des stratégies d'achat de liens aussi. Ce sera un niveau un peu plus avancé. Et encore une fois, c'est soumis à un audit de votre on va dire, situation netlinking actuelle. Et encore une fois, c'est à faire sous certaines conditions et puis avec l'idéal, les recommandations de quelqu'un qui le fait régulièrement. Voilà. Et puis trouver les bonnes plateformes et les bons partenaires surtout. Exactement. Ensuite, on a aussi alors on a un commentaire que je vais lire. Aussi viser du contenu authentique, non. Pas de copier-coller, car ça péjore le ranking de toutes les pages similaires. Quelles sont les alternatives, best practice, quand l'interne fait du push? Alors, faire du copier-coller. Alors, la réponse courte, c'est oui, clairement, pas copier-coller le contenu d'autres sites pour le mettre sur le sien. Ça paraît évident. Ça paraît évident. Ça, c'est la réponse courte. Il y a du copier-coller en traduction, après, qui peut fonctionner dans certains cas. Mais encore une fois, on va rentrer dans des situations un peu plus complexes et anecdotiques. Mais clairement, du contenu qui sera unique, qui est de qualité, qui répond surtout à l'intention d'un utilisateur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de contenu, mais pas encore, je trouve, assez de l'intention utilisateur. Vous pouvez commencer à regarder tout ce qui est simulateur d'assurance, calculateur d'hypothèque et ainsi de suite. Si l'outil répond à une intention et bien fait, généralement, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de contenu pour que la page, elle rank haut et fort. Et sinon, est-ce
est-ce que ça péjore les rankings de toutes les pages similaires? Euh, alors, est-ce que ça péjore toutes les pages de similaires? Pour moi, il y a des pages uniques. Si la page, elle est copiée de quelque part, ça peut la péjorer ou pas. Ça dépend qui prend un petit peu la paternité sur le contenu. Il y a des situations où des sites volent du contenu et ils rankent plus haut que la source. Ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est vraiment pas une pratique à faire. Et les alternatives best practice quand l'interne fait du push, alors je comprends pas tellement la tournure. Est-ce que c'est quand les services en interne vous font du push pour faire du copier-coller de contenu, c'est ça? Je crois, Florian, je ne sais pas si tu arrives à comprendre la question. Non, je suis pas sûr non plus de la comprendre. Est-ce qu'il s'agit de parler de quand en interne, les équipes vont venir mettre du contenu indépendamment sur le site ou même sur plusieurs sites? Est-ce que la question, c'est de vérifier qu'il ne s'agit pas de contenu dupliqué? Si c'est la question, enfin du contenu déjà existant, il deviendra dupliqué, mais c'est initialement du contenu existant sur un autre site. Oui, effectivement, il faut mettre clairement en alerte ces équipes sur le fait que on prend pas un contenu sur Internet et on fait pas un copier-coller sur son site. Bon, déjà, il y a l'aspect légal. Donc, si vous faites ça, il faut forcément mettre la source et un lien. Donc, ce qui sous-entend un lien, donc vous faites sortir un lien de votre site, donc vous avez une perte de PageRank. Et par ailleurs, le fait d'avoir, comme le disait Sacha, un contenu qui existe déjà, qui est déjà indexé, c'est-à-dire qu'il est connu dans l'index de Google, si vous le reprenez, imaginons que votre site soit effectivement beaucoup plus puissant, il est très possible que vous preniez la paternité du contenu et que du coup vous passiez au-dessus dans les résultats de recherche de la personne qui initialement avait publié le contenu. Maintenant, il faut vraiment beaucoup plus de puissance pour prendre cette paternité. En effet, donc la question a été complétée. En effet, les équipes internes veulent que le contenu soit dupliqué sur plusieurs sites de la même organisation. D'accord. Alors là, dans ce cas, il va falloir, si le contenu est dans la même langue et vise la même région géographique, oui, ça peut poser un problème. Il y en a un seul qui, en théorie, aura vraiment la paternité, rankera au-dessus des autres. Et donc, en fait, vous n'allez pas forcément maîtriser quel site va ranker au-dessus des autres. Donc, ça va être un peu du hasard entre les différents sites sur lesquels vous aurez publié le contenu. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Veulent que le contenu soit dupliqué sur plusieurs sites. On peut tout à fait imaginer que vous ayez un site A, B, C et que vous souhaitiez mettre le même contenu sur les 3 sites, mais par contre, vous souhaitez que le contenu A, enfin le site A seulement rank sur l'article. Alors, vous pouvez sur B et C mettre dans le code ce qu'on appelle une URL canonique. Et cette URL canonique sur le site B et C sera l'URL du site A. Je ne sais pas si j'ai été clair. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si ce n'est pas clair. Faut que Nicolas, voilà, il nous. C'est vrai que cette situation, il y a plein de scénarios possibles. Si c'est vraiment des territoires différents aussi, voilà, voir si les hreflang aussi sont bien implémentés, comment gérer les canoniques. Après, honnêtement, ce que je conseillerais à Nicolas aussi, c'est de faire des variantes, en fait, tout simplement. Et s'il a beaucoup de pages, en fait, il peut utiliser un text spinner pour venir faire des déclinaisons de ces textes rapidement et garder quand même une certaine qualité de rédaction pour venir faire varier son contenu. Il nous reste juste 1 minute. Il nous reste juste 1 minute. Pour optimiser le maillage interne, à partir de combien de pages pensez-vous que ça vaut la peine de faire du PageRank sculpting, par exemple, avec des techniques d'offuscation de liens?
Alors, ça, c'est une T'as bonne 40, question. t'as 40 secondes, Florian. Ok, alors pour optimiser, je ne sais pas combien de pages. En fait, c'est pas une histoire de combien il y a de pages. En fait, à partir du moment où vous avez 3 pages sur un site, en soi, à partir du moment où ils ont une relation sémantique, enfin au moins un déclinement, un minimum de déclinement sémantique, une relation sémantique, il y a une raison de faire des liens entre ces pages-là. Et la deuxième chose, c'est l'offuscation de liens internes. Je dirais que ça dépend en fait clairement du site, mais qu'avec le fait que Google regarde principalement le contenu dans le body et pas forcément dans les éléments de navigation, eh bien, pas besoin d'obfuscation.